voudrais vous féliciter pour cette initiative très heureuse consistant à écouter les candidats. Évidemment, par les temps qui courent, il y en a beaucoup d'organisations, de mouvements et de réseaux en font, mais la vôtre est particulière parce que c'est par le portage, par la diversité des organisations, par la qualité des organisations, par leur expérience et leur action multiforme et de longue date dans le pays, et je peux en témoigner. Et c'est cela qui distingue cette initiative des autres. Parce que le travail avec tous les réseaux présents ici, au niveau régional, national comme continental, pour la souveraineté alimentaire, a été aussi ce qui a contribué à former ou forger pas seulement ma personnalité, mais mon engagement politique, puisque quand je suis avec mes amis politiques, on me dit tu as encore un réflexe de société civile. Quand je suis avec la société civile, on me dit tu es devenu beaucoup trop politique pour être avec nous. Finalement, je suis une synthèse que j'assume et je suis heureux que ça soit ainsi, puisque c'est ça le condensé qui me permet de pouvoir parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas comment on s'organise. Est-ce que je parle des 4 thèmes globalement sur les questions sur lesquelles je suis assez d'accord, et puis après, s'il y a des questions, on pourra y revenir. On a commencé par la souveraineté alimentaire. Et je suis content qu'on ait parlé de ça, puisque tout le combat qu'on a mené ces dernières années a mis en avant le concept de souveraineté alimentaire par opposition à la sécurité alimentaire, qui pendant longtemps a été une sorte de leitmotiv des États. L'essentiel pour eux étant, il faut avoir de l'argent, étant capable d'importer partout dans le monde. Si on a l'argent, on peut rendre disponibles les denrées dans le pays, on les importe. On peut assurer la sécurité. Mais on n'assurerait pas la souveraineté alimentaire. La preuve, lorsque Covid-19 est arrivé ou la guerre en Ukraine, on s'est vite rendu compte de notre vulnérabilité et de l'impérieuse nécessité de pouvoir produire ce que nous mangeons. On a vu qu'on exporte pour importe. On importe, donc on sort de l'argent de notre pays pour plus de 1000 milliards pour acheter une dizaine de denrées parmi les plus importants que nous utilisons. Le riz, c'est plus de 300 milliards d'importations, plus de 1 million de tonnes, c'est énormément de revenus qui sortent du pays. Le blé pour faire le pain que nous mangeons et les gâteaux et autres. On importe des huiles, on importe des sucres, on importe beaucoup d'autres choses, des fruits et légumes, pour plus de 1000 milliards de francs CFA chaque année, alors que ce sont des produits que nous pourrions effectivement bien faire. Alors la première chose que nous faisons, et là je prends la précaution de vous dire, c'est aussi par honnêteté intellectuelle, sur le statut, parce que vous êtes en train sans doute de vous dire avec l'actualité récente, j'ai appris des positions politiques récemment, mais je me présente ici en tant que candidat d'un pôle politique qui a d'autres candidats. Et nous avons pris des postures, mais ce que je dis est convergent par rapport à ce que vous allez entendre par ailleurs, puisque pour l'essentiel, et c'est ça qui a été utile, et je l'ai dit récemment, ce pays peut être, disons, rassuré par le fait que pour la plupart des candidats qui passeront, une partie de leurs propositions viendront sans doute des assises nationales pour la plupart des thématiques de l'économie, du politique et autres, et de la commission de réforme des institutions en ce qui concerne les institutions. C'est cela qui a été utile. Depuis des années, ce pays, les gens ont travaillé des horizons pour construire quelque chose qui aujourd'hui, progressivement, on va vous dire qu'il y a des politiques, on en a cité beaucoup, politiques sur ceci, politiques agricoles et autres, mais il faut refonder une politique et prendre en compte la complexité, mais ce que vous avez appelé l'approche intersectorielle pour faire une politique agro-silvopastorale et halieutique, pour reprendre le terme sur lequel beaucoup ont travaillé dans la sous-région et être en conformité avec le régional et le continental. Plutôt que de dire une politique agricole au Sénégal, ce serait une politique agro-silvopastorale et halieutique. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne déjà une esquisse de là où il faut aller, c'est construire des chaînes de valeur autour des agricultures. Par exemple, je donne cet exemple, la production de plantes fourragères nourrit les produits les plus importants comme le riz, le maïs, la volaille, les viandes, les oignons, pommes de terre. Aussi, il y a une réflexion qui est faite et plus tard, vous pourrez entendre les données techniques sur lesquelles il faudra s'appuyer. Alors, structurer, comme je l'ai dit, des chaînes de valeur agro-industrielles très fortes avec la mutualisation et la fusion des fonds de soutien à l'agriculture. Il y en a beaucoup, c'est éclaté un peu partout. Et l'État devrait s'engager à financer avec des fonds consistants, déjà en mutualisant, mais allant chercher d'autres fonds pour développer ces chaînes de valeur agroalimentaire durables. Et ensuite, créer ce que nous avons appelé une économie industrielle locale. L'économie industrielle locale, c'est quoi? Et ça touche un peu
à la question de l'emploi dont parlait Hadim Bamba, c'est de faire en sorte que tous les produits qui sont issus d'un terroir, qu'on se donne les moyens de les transformer dans ce terroir par des petites et moyennes entreprises, ensuite des réseaux de commercialisation qui sont plus réduits et plus courts, ce qui impacte le développement durable parce que ça réduit les grandes distances et l'énergie qui est consommée, etc. Et ça crée de l'emploi par des petites et moyennes entreprises équipées, dotées d'équipements qu'il faudra fabriquer, mais également par la mise en place de coopératives qui sont les propriétés des producteurs eux-mêmes pour l'essentiel. Et on les met ensemble entre les producteurs, les mini-industriels et autres, on crée de vrais réseaux d'agripreneurs qui peuvent nous faire avancer. Mais pour faire tout ceci, il faut maîtriser l'eau. L'agriculture, c'est aussi l'eau qu'il faut maîtriser. Et c'est pourquoi quand on dit, Eliman le disait tout à l'heure, on dit le pétrole et le gaz, tout le monde crie et est heureux parce que c'est une grande ressource, mais je dis la première ressource du Sénégal, ce n'est pas le pétrole et le gaz. Pour moi, c'est l'eau. Aussi simple que ça, c'est l'eau. Parce qu'avec de l'eau disponible en quantité et en qualité, on règle la question de la sécurité, de la souveraineté alimentaire et on règle beaucoup d'autres choses. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? En octobre, on arrête tout, on remet les charrues on attache les vaches et les chevaux et on attend la prochaine saison des pluies pour cultiver. Il y a une possibilité d'un programme de construction de forages à grande échelle sur l'ensemble du territoire, dans les villages et les communautés qu'il faudra. Et ça, moi, j'ai pensé depuis longtemps que notre armée nationale, armée de développer, mais qui a un génie militaire qui est extrêmement puissant et qui est doté de matériel. Alors, ce sera leur combat, on va leur dire, votre guerre, c'est d'aller mettre des forages partout, à bas coût, pour que dans les communautés, octobre, novembre, décembre, et pour le reste de l'année, on ait de l'eau pour pouvoir faire de l'agriculture. Donc, il y a une panoplie d'autres sujets sur lesquels on travaille de manière concrète. Et ici, vous allez voir que, pour l'essentiel, on n'est pas rentré dans les détails, parce que tous les programmes sont en évolution en ce moment, parce que au fur et à mesure que les coalitions augmentent, il y a de nouveaux inputs dans chacun des programmes de candidats et les programmes continuent d'évoluer. C'est pourquoi je vous ai présenté juste le tableau pour vous dire, en plus de la politique agro-silvopastorale et halieutique, il y aura des politiques sectorielles calibrées, normées, spécifiques, avec des propositions chiffrées, datées, planifiées pour atteindre des objectifs d'être totalement autosuffisants sur un certain nombre de filières. Et vous voyez tout le bénéfice que nous tirons aujourd'hui de la filière avicole et qui est aussi une émanation, un des résultats d'une politique prise par l'État ou une décision prise par l'État depuis 2004 qui est devenue discutable au plan légal, mais qui continue toujours. Lorsqu'il y a eu la grippe aviaire en 2004, l'État du Sénégal a suspendu les importations de volailles. Ça a été une excellente décision. Il n'y a plus de grippe aviaire, mais l'État n'a pas levé cette suspension, ce qui a permis à cette filière de se développer et d'être protégée par rapport à la concurrence étrangère. On peut faire ce genre de schéma sur beaucoup d'autres choses pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Sur la question de l'emploi, là également, j'ai bien aimé l'approche développée par Hadim Bamba. Il ne s'agit pas de dire l'État crée de l'emploi. C'est vrai, l'État, son rôle, c'est d'impulser pour la création. Mais tout ce qu'on a dit sur la création, l'industrialisation, l'économie industrielle locale qui permet de créer de l'emploi dans les zones de production, fixe les jeunes dans leur communauté puisqu'ils peuvent justement trouver du travail à ce niveau-là. Donc, faire en sorte que des chaînes de valeur soient développées à ces niveaux-là, sur l'ensemble des domaines qui sont évoqués, sur le pastoral, sur l'agricole, sur l'élevage et autres, ça également, c'est un élément important qu'il faudra encourager. Faciliter la promotion d'investissements dans les PME, PMI, aussi bien au niveau rural qu'au niveau, des zones urbaines, mais plus former, parce que qu'est-ce qu'on dit? Beaucoup vous disent inadéquation, formation, emploi. Beaucoup de jeunes sortent de l'université, n'arrivent pas à trouver de travail, mais encourager, former et accompagner. Et souvent, on pense que seul l'accompagnement financier est le principal besoin des jeunes. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit aussi de les accompagner dans le non-financier. Quelquefois, un jeune peut avoir un peu d'argent, mais il ne s'y connaît pas en aspect juridique de création d'entreprise, il ne s'y connaît pas en fiscalité, il ne s'y connaît pas en question de mise en marché de ses produits, il peut avoir des difficultés. Donc, lorsqu'on les finance, il faudra à ce niveau-là aussi un bon mécanisme et toute une panoplie de propositions seront mises sur la table et d'actions pour les aider à s'en sortir.
Alors, le dispositif de formation et de renforcement des capacités visera aussi, on l'a dit ici, nous avons beaucoup de jeunes qui sont en rupture d'école et qui rentrent directement dans les métiers de l'artisanat. Ils ne sont pas formés, ils deviennent de bons artisans pour nous, de bons mécaniciens, etc. Ils se débrouillent crédibles au lycée et à l'université plus tard. Mais comme ça, on aura des financiers, etc. Pour l'emploi des jeunes, nous allons aussi consolider l'existant. Il y a des choses qui étaient bien parties. Vous m'avez souvent entendu dire les domaines agricoles communautaires de l'État, lorsqu'ils ont été mis en place, j'avais applaudi. J'ai dit, voilà une bonne trouvaille. Parce que de par leur distribution sur le territoire, de par l'enjeu et leur taille et des moyens qui étaient projetés dans ces domaines agricoles communautaires, ça avait suscité de l'espoir. Malheureusement, la gouvernance a été catastrophique, le pilotage a été catastrophique, et finalement, tout ça s'est collapsé et on n'a pas eu de résultat. Il ne faut pas le jeter, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, il faudra le récupérer et le spécialiser. J'ai appris récemment qu'on importe pour à peu près 15 milliards de l'ail. Je ne parle pas d'oignon, mais l'ail. Rien que ça. Il suffit d'un domaine agricole communautaire de quelque part, organisé, ciblé sur ça pour leur dire vous ne faites que ça, parce qu'il y a un marché pour ça, ils ne vont que produire que de l'ail et ça peut régler les problèmes du marché. Et vous pouvez spécialiser chaque DAC sur quelque chose d'important et vous appuyez les jeunes à les promouvoir. Comme ça, on ne jette pas ce que ceux qui étaient là ont amené, parce que c'est de l'argent public, il faudra l'auditer, l'évaluer et le refaire, mais il faut l'utiliser pour... J'ai senti une sorte de manque de générosité du pouvoir actuel, de manque de générosité, de manque de leadership stratégique. J'aurais été Macky Sall en 2014, je n'aurais donné aucun contrat. Après avoir eu la certitude qu'il y avait du pétrole et du gaz en quantité grande pour le pétrole et très grande quantité pour le pétrole, j'aurais dit stop, on fait un moratoire, on ne bouge pas et j'appelle tous les Sénégalais. Il a parlé de consensus large sur le pétrole et le gaz. C'est là qu'il fallait le faire. On dit nous venons de découvrir ces ressources. Elles peuvent être un levier de changement de paradigme et de transformation structurelle de notre économie, mais on ne s'y connaît pas encore. On n'a pas les métiers, on n'a pas l'expertise, on n'a pas les juristes formés pour ça, on n'a pas les techniciens formés pour ça. Et l'État ne s'y connaît pas en gestion de ces ressources. Je dis pendant 10 ans, on ne fait que préparer notre pays et notre économie à l'exploitation des pétroles et du gaz. Ensuite, lorsqu'on sera prêt, on amènera tous ceux qui sont intéressés. Et ça nous aurait donné le temps d'envoyer des ingénieurs, d'ouvrir nos écoles de formation, de former X personnes en droit du pétrole et du gaz, en technicien de ceci, en soudeur, en conducteur d'engins, etc. Et on serait prêt pour pouvoir donner en connaissance de cause et on aurait mieux négocié nos contrats. Parce que l'enjeu, ce n'était pas l'argent à gagner tout de suite. L'enjeu, c'était de préparer le Sénégal à son futur qu'il fallait organiser et planifier. Donc, je regrette que ça n'ait pas été le cas, mais ce n'est pas trop tard. Je suis d'accord avec la proposition de ce consensus sur le pétrole et le gaz qu'il faut rebâtir pour que le Sénégal sache où il va. Qu'on se dise, ce n'est pas des ressources que pour aujourd'hui, c'est constitutionnalisé et il faut faire quelque chose pour la prochaine génération. Le contenu local a été une très belle trouvaille. Tous les pays qui ont réussi à en faire quelque chose ont réussi à mettre en pratique les politiques de contenu local. J'avais fait une petite expérience entre le Nigeria et les Émirats arabes unis, un tout petit pays qui a ses ressources, qui s'est développé de manière fulgurante, et un autre grand pays qui a les mêmes ressources. J'ai vu une fois un reportage de Eliman dans les zones du sud du Nigeria, là où on produit le gaz, et les dégâts environnementaux qu'on a vus là-bas, qui est juste désastreux. Et l'économie de ce pays-là ne tire quasiment pas grand-chose, en tout cas pour réinvestir dans d'autres secteurs pour se transformer. C'est juste une manne financière qui arrive et qui a alimenté les réseaux de corruption, des transferts illicites et autres, alors que le pays ne gagne rien. Donc ça, c'est essentiel de revenir et de mettre une application concrète au contenu du contenu local et de faire en sorte que les entreprises sénégalaises soient positionnées avec un État qui assume cette responsabilité de dire je vais créer des champions nationaux et des milliardaires. Dangote n'est pas tombé du ciel du jour au lendemain. Il a été créé, les Olimolu, les autres. C'est un pays qui a dit, je dois contrôler mon économie et pour le faire, je dois avoir des vrais champions. Et l'État a accompagné l'émergence de ces champions. C'est cela que l'État du Sénégal devrait faire. À la fois sur ces secteurs miniers, pétroliers et autres, mais également sur l'agroalimentaire, comme je l'ai dit, et tous les autres secteurs pour que notre pays puisse en tirer profit. Il faut mettre en place, bien entendu, aussi une politique fiscale cohérente sur cela, avec notamment le fonds souverain dont on a parlé,
et faire en sorte que sur cette politique fiscale, l'État assume qu'une part consistante à discuter et à adopter aille aux collectivités locales, en particulier dans les zones où ces ressources sont exploitées, pour qu'elles ne soient pas défavorisées en ce qui concerne l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors, la transparence. Le problème, c'est que nous sommes restés dans une administration trop bureaucratisée, avec que de la paperasse. Jusqu'ici, c'est comme si on était encore en 1960. Alors qu'avec la e-administration, on peut régler beaucoup de problèmes. J'ai eu énormément de peine ces derniers temps, quand on faisait les dossiers de candidature, à avoir le casier judiciaire, le certificat de nationalité et une panoplie d'autres choses. Il me fallait faire des va-et-vient, aller-retour incessants partout, à Ziguinchor et ailleurs. Pourtant, avec un minimum, avec des logiciels qui seront créés par des jeunes Sénégalais, il y en a de grands talents, de la programmation. Ils identifient tous les besoins que nous avons dans notre administration. Tout ça est créé. Et de votre téléphone portable, vous commandez votre extrait de naissance, vous commandez votre casier judiciaire, vous commandez tout. Parce que si vous avez été condamné et que c'est mis dans le réseau, avec votre numéro de sécurité qu'on va mettre ou quelque chose qu'on vous donne, vous pouvez accéder, télécharger un document PDF déjà signé avec le sceau et tout, sécurisé. Vous ne bougez pas de chez vous. S'il y a quelque chose à payer, vous avez les systèmes de paiement en ligne pour le faire. Et ça vous règle énormément de problèmes, y compris de transparence. Donc, aller dans le e-administration permet de faire en sorte que vous aurez la politique du zéro dossier dans les tiroirs. Les fonctionnaires ne vont pas dire, je prends les dossiers ce jour et puis je les signe le surlendemain. Et entre-temps, il a des cérémonies familiales, il ne revient que 7 jours après et les gens attendent. Tous les jours, il y a des mécanismes qui permettent de vider les tiroirs. Il n'y a plus rien parce qu'on va mixer avec l'électronique, le numérique et toutes les autres choses. Mais l'autre élément important, c'est qu'on va encourager les agents de l'État même, parce que la transparence, ce n'est pas seulement quand le citoyen vient l'exiger ou l'imposer, c'est aussi quand ça habite l'agent public. L'agent public formé, conscientisé et sensibilisé là-dessus, il s'interdit de faire certaines choses. Il se met en situation de rendre l'information puisqu'il sait qu'il est un agent au service de ce citoyen. Donc, reformer l'agent public, lui donner les moyens de comprendre qu'il est un citoyen et qu'il est au service d'autres citoyens et qu'il est payé pour ça, et que s'il ne le fait pas, il y a aussi des mécanismes pour le sanctionner, en tout cas sur son avancement ou autre, parce qu'on lui demandera des résultats. Ça également, ça permettra de régler une bonne partie de ce problème de transparence dont on a parlé. Il faudra placer le citoyen au cœur du dispositif de formulation, lorsqu'on a parlé de la transparence budgétaire, et généraliser ce principe partout. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la société civile à ce niveau, et c'est cela qu'il faudra continuer. Normaliser le système d'allocation de ressources en matière de dépenses de services publics, en fixant des parts minimales, par exemple pour l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la santé, et des parts maximales pour les dépenses de représentation. On va dire le budget de la présidence, de l'Assemblée nationale et autres ne peut pas dépasser X. Mais le budget de l'agriculture, de la santé, de l'éducation ne peut pas être en deçà de X. Ça permet de s'assurer que ces budgets importants qui sont dans le social seront toujours consistants et peuvent s'élever, et que les budgets de représentation qui sont un train de vie de l'État dispendieux avec un budget extrêmement lourd, ça ne peut pas dépasser un certain niveau, etc. Alors, des sanctions pénales contre la patrimonialisation des ressources financières, foncières, mobilières et autres. Je vois Birahim Seck qui arrive, qui y travaille. Ça, c'est aussi un aspect important. Consacrer le contrôle citoyen sur l'effectivité et la sincérité des dépenses publiques en facilitant le pistage budgétaire. Je crois que Ablaye Cissé l'a dit tout à l'heure, un travail remarquable de la société civile est en train de faire, et l'État devrait les encourager, reprendre leurs propositions, faire des décrets, faire des lois et accompagner ce qu'ils sont en train de faire. Sur cette question, enfin, on a parlé des contrats et des accords. Nous avons tous été quasiment choqués lorsqu'il fallait signer les accords pétroliers et gaziers. Un ministre peut recevoir des investisseurs étrangers, s'enfermer dans son bureau, discuter avec lui et décider qu'il peut lui accorder un permis. Après, il passe par le canal administratif avec son premier ministre ou le président, on lui signe et c'est terminé. Pourtant, on vient de dire que ce sont des ressources constitutionnalisées pour les Sénégalais. Pourquoi, comme le font d'autres pays, il n'est pas possible, et c'est ça que nous proposons, de mettre une commission nationale des accords et contrats
pour que lorsque le pouvoir public, le ministre, dont c'est la charge, il négocie un accord sur des domaines stratégiques, il ne pourra le signer que s'il a le quitus ou l'approbation de cette commission nationale qui va regarder ce qu'on a négocié au nom du peuple sénégalais. Pas de l'État, mais au nom du peuple sénégalais. Et qui, s'il voit que ce n'est pas conforme à la Constitution, parce que les intérêts du Sénégal ne sont pas reflétés, cette commission peut ne pas donner son quitus. Et cette commission, ce ne sera pas seulement l'État, ce sera la société civile, d'anciens magistrats, d'avocats, de gens qui s'y connaissent dans les domaines, aurait permis de refuser ce genre de choses. Et si c'était fait, nous, on n'aurait pas accepté les accords de partenariat économique, par exemple, parce qu'une commission comme ça n'aurait pas permis de le faire. Sur la corruption, à mon avis, le plus important, c'est de faire en sorte que la corruption, on disait, il faut empêcher le loup de rentrer dans la bergerie, plutôt que d'attendre qu'il rentre et d'essayer de le sortir de là. Il y a toujours de la corruption, y compris dans les pays qui se battent le plus pour l'enrayer. Mais on peut réduire à son niveau le plus simple possible. En quoi faisant, je suis pour un mix de répressif, mais de préventif, de sensibilisation et autres. Introduire l'éducation à la citoyenneté. Je me souviens d'un honnête citoyen. Et les mouvements que nous connaissons dans notre communauté, à la fois les mouvements scouts, les mbotay, les ASC et tout ce qui regroupe des communautés au niveau à la base, les accompagner, les encourager par des mécanismes à mettre en place pour qu'ils soient également des espaces de construction de la citoyenneté et de formation. Pour dire, plutôt que d'attendre que ce jeune grandisse, arrive et devienne un inspecteur d'impôts, des finances, de douanier ou d'administrateur et qui se retrouve que son intérêt personnel, on l'aide pendant qu'il était apte à régler cette question, que tu mets en place maintenant les mécanismes, parce qu'il faudra de la sanction. Et ça, là également, ce sera fait sans faiblesse. Il faudra à ce niveau-là réaménager le dispositif de contrôle autour de la Cour d'aide et ils auront tous les moyens pour accomplir leur mission. L'IGE, par exemple, sera soustraite de la tutelle de la présidence de la République, où tant qu'elle est là, elle ne peut pas faire tout ce qu'il faudra faire, mais il faudra ouvrir aussi des bureaux, même dans les régions, puisque l'État est aussi dans les régions, avec le gouverneur, avec d'autres. Ce n'est pas seulement à Dakar qu'il faut contrôler, mais il faut le faire partout où l'IGE ou la Cour des comptes. Il faudra avoir le meilleur mécanisme après des discussions avec la société civile. L'OFNAC, bien sûr, ses moyens sont encore faibles. Il faut les accompagner, les rendre cet office totalement encore plus indépendant, avec plus de capacité. Et là également, vos propositions ont été de bonnes propositions. Enfin, doter les organes de lutte, comme la société civile. Nous prévoyons un fonds d'appui à la société civile à l'image de l'aide à la presse. Chaque année, le gouvernement dit les médias, c'est un organe important dans le pays, contribue à la démocratie, il faut les aider. Et la société civile fait la même chose. Pourquoi il n'est pas possible, et c'est ça que nous proposons, de faire un fonds d'appui à la société civile pour que cette société civile n'aille pas seulement à l'Union européenne, au Canada, à l'USAID et autres pour aller chercher des ressources. Au moins, l'État du Sénégal met un fonds pour dire nous pouvons garantir votre existence structurelle d'appui institutionnel. Si vous recevez, selon votre taille et vos besoins, de l'argent qui finance le directeur, son assistant, le comptable, le loyer, l'eau, l'électricité et le téléphone, vous êtes sûr d'assurer votre durabilité. Ensuite, vous faites vos projets pour aller chercher de l'argent. Mais ça, l'État le fait sur la base d'un cahier de charge avec un accord avec la société civile pour voir qui peut soumissionner et qui peut gagner selon les critères. Ce sera une compétition et les OSC qui sont les plus respectent le plus le cahier de charge, les résultats et autres pourront y contribuer. Ça, je pense que ça aidera tout le monde et ça permettra à la société civile de pouvoir jouer plus efficacement son rôle en appui à ce que l'État fait. Alors, c'est cela que je voulais vous livrer en matière de propositions, en réponse à ce que vous avez présenté, que j'ai trouvé extrêmement bien. S'il s'agissait de dire est-ce qu'il faut prendre ça et aller le signer, je peux vous garantir que vos recommandations pourraient être dans l'exposé des motifs d'un décret, par exemple, pour la plupart, et aller être signé par un président. Parce que je suis convaincu que ce travail que vous faites depuis au moins des décennies, pour certains, sur lesquels vous avez fait du plaidoyer, c'est pour l'intérêt général et vous ne l'avez fait pour aucune autre considération que pour l'intérêt de ce pays. Donc, je pense que j'encourage moi-même et tous les autres à vous écouter bien, à bonifier les programmes. Moi, dans mon pôle politique,
sans rentrer dans les détails de nos cuisines internes, je peux vous dire qu'on fera tout ce que nous pouvons pour que ces recommandations soient traduites en actes et que cela soit appliqué dès la prochaine gouvernance du pays, Inch'Allah, à partir de février. Je vous remercie.